Tension entre la République démocratique du Congo, mais également avec le Rwanda. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Est veulent donc absolument taire toutes ces tensions, taire également ce mal-être qui bat donc son plein dans cette partie de l'Afrique. Et donc, comme première solution, le déploiement d'une force militaire régionale. Seulement, l'armée rwandaise est donc écartée de cette force militaire régionale, car en ont ainsi décidé en conclave sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les présidents Uhuru Kenyatta, Félix-Antoine Tshisekedi, Yoweri Museveni, Salva Kiir, Évariste Ndayishimiye, Paul Kagame et bien sûr le représentant de la présidente Samia Suluhu qui ont donc approuvé le déploiement imminent de la force militaire régionale à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, il faut le dire, c'était donc un sommet extraordinaire pour la 3e fois sur la situation sécuritaire qui prévaut donc dans cette partie du continent. Et donc, les dirigeants des pays de l'Est se sont entendus sur cette première solution, on va le dire, l'Est de la RDC, qui est donc en proie aux attaques terroristes, notamment celles des rebelles. Seulement, il y a que la force militaire, ou du moins les forces militaires rwandaises, ne vont donc pas être de cette partie-là. Et c'est donc là où le bas peut être blessé, parce que le Rwanda également fait partie de l'Afrique de l'Est. Qu'est-ce qui a bien pu motiver cette décision justement des chefs d'État appartenant à l'Afrique de l'Est? Pourquoi l'armée rwandaise est donc écartée de ce déploiement de forces militaires régionales pour donc venir à bout de ces tensions qui sont venimes entre les deux pays frères jadis et amis. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur For You Télévision et bienvenue à cette édition du Point sur l'actualité. Et donc pour vous qui nous rejoignez à l'instant, sachez-le, vous êtes sur For You Télévision. Programme, c'est le point sur l'actualité. Un sujet donc sur la table ce soir. Il s'agit bien sûr de la situation sécuritaire qui est de plus en plus dégradée à l'est de la République démocratique du Congo, partie frontalière justement avec le Rwanda, la RDC donc qui accuse l'armée rwandaise de prêter main forte aux rebelles du M23. Et de l'autre côté, on a le gouvernement rwandais, justement, qui rejette en bloc toutes ces accusations. Une situation qui a donc amené les États de l'Afrique de l'Est à penser à une solution, à savoir le déploiement d'une force militaire régionale. Sauf que l'armée rwandaise, elle ne fait donc pas partie de cette force militaire régionale. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé justement cette décision des différents chefs d'État? Nous en parlons ce soir avec vous, chers téléspectateurs, lorsque le standard sera ouvert, mais également en compagnie de nos invités. Pour le moment, nous sommes en compagnie de Monsieur Meignier. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Linda, bonsoir l'Afrique, bien évidemment, et très heureux d'être invité ce soir à votre émission, qui est toujours menée de main de maître, on va dire comme ça, et donc on va essayer de décrypter cette actualité de la RDC, et bien évidemment de l'Afrique en général. Voilà. D'accord. Alors, vous avez certainement été mis au courant de cette tension qui persiste entre deux pays frères, on va le dire. On se rappelle que l'année dernière encore, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés entre ces deux parties. Il a juste suffi de quelques petits mois pour que la situation se détériore à nouveau. Alors, si on commençait justement par cette détérioration de la situation, à quoi est-ce que cela pourrait renvoyer? Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Bah, écoutez, je crois quand même que on dit pour
commenter l'actualité, c'est-à-dire que les choses actuelles, il faut connaître le passé. En réalité, ce sont des pays frères, bien évidemment, et qui ont toujours été en bonne entente jusqu'à l'arrivée, c'est-à-dire l'époque du président Habyarimana, il n'y avait vraiment pas de problème entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais c'est avec l'arrivée, justement, du président Kagame que les problèmes ont commencé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des justifications qui ne tiennent pas la route, c'est-à-dire que le président Kagame est en train de dire que voilà, si son armée se déploie, n'est-ce pas, dans l'île Luturi, le Nord Kivu, c'est simplement pour la sécurité de son pays. Mais laissez-moi rire, c'est une arnaque que que la presse internationale accepte comme ça. Donc, en réalité, quand les autorités congolaises disent aujourd'hui que le mouvement du 23 mars, hein, c'est ça, le M23, est aidé et soutenu par le Rwanda, c'est une réalité. Je prends l'exemple très simple. Est-ce que vous vous rendez compte que le petit Rwanda, je dis bien par rapport à la taille, hein, bien évidemment, à ma connaissance, n'a aucun réel gisement, n'est-ce pas, de coltan. Bon, comment, par quelle alchimie aujourd'hui le Rwanda est le premier exportateur de coltan dans le monde? Il y a un véritable problème. Ça veut simplement dire que le Nord Kivu, où l'armée rwandaise se déploie de temps en temps, c'est simplement pour exploiter ce coltan-là. Et pour précision, c'est la plus grande réserve mondiale, de 60 à 80%. La RDC. Donc, par quelle alchimie, justement, le Rwanda serait devenu comme ça, par enchantement, le premier exportateur de coltan? Donc, il faut comprendre que ces gens pillent. Avec la venue du président actuel, Tshisekedi, il a voulu nouer des relations d'amitié et parler de ces sujets-là de manière à ce que l'armée rwandaise ne vienne plus, n'est-ce pas, sur le territoire congolais, faire non seulement des massacres, il faut le noter, et bien évidemment du pillage des richesses du Congo. Donc c'est là la véritable raison de tous ces problèmes-là aujourd'hui. Parce que figurez-vous que le mouvement du 23 mars, n'est-ce pas, de temps en temps, ils disent que voilà, ils arrêtent la guerre, ils arrêtent les hostilités, mais reprennent des villes, massacrent des populations civiles. Ces derniers temps, depuis le mois de mai, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont fui le Nord Kivu. Vous vous rendez compte pourquoi le mouvement M23 prend sa force où? Donc, je crois qu'il faut comprendre qu'il y a un État derrière. Et aujourd'hui, bien évidemment, cette réunion est un salut pour la RDC. Parce qu'il faut rappeler quand même des choses qu'on ne dit pas dans les grands médias. C'est que cette zone-là aujourd'hui, c'est le plus grand génocide de l'histoire. Il y a plus de 10 millions de morts. Tout ça pourquoi? Parce que simplement les autorités rwandaises, je parle de Kagame, n'ont aucun respect pour la vie humaine. C'est-à-dire qu'il envoie ses troupes massacrer les gens simplement pour piller les richesses du Congo. Donc il s'en fout de la vie des Congolais. Et aujourd'hui même, il faut connaître l'histoire. Parce que quand on dit, quand on parle, n'est-ce pas, on dit tout le temps qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Mais de quel génocide parle-t-on? Peut-on accuser le président Habyarimana d'être le génocidaire en chef, alors que le génocide, que je mets entre guillemets, commence quand les troupes de Kagame abattent son avion? Il faut le savoir. Donc, ça veut dire que l'instigateur même de ce génocide-là, je mets toujours les guillemets, c'est bien Kagame, qui est un Tutsi. Donc, et aujourd'hui, en RDC, les Banyamulenge, c'est le même peuple, c'est-à-dire qu'ils sont rwandais. Le M23 est rwandais à 90%. Donc, il faut aussi le savoir. Et ce sont des choses qu'il faut dire. Parce que quand on ne dit pas certaines choses, on a l'impression que voilà, l'armée congolaise ne tient pas la route. Bon, le président Tshisekedi a accusé son armée. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, il y a ces tensions-là. Parce que trop, c'est trop. Aujourd'hui, même la population commence à en avoir marre. Alors que les historiens nous disent que les Banyamulenge sont congolais depuis des siècles, etc., etc. Mais on sait très bien qu'ils viennent du Rwanda. Et par conséquent, aujourd'hui, le groupe de terroristes, parce que je les appelle des terroristes, du M23,
Ils sont rwandais, je dis bien à 90%, voire plus. Par conséquent, ils doivent être combattus avec la dernière énergie pour que les populations puissent rentrer chez elles et pour que le Congo puisse enfin exploiter ses propres richesses, parce que c'est l'un des pays les plus riches au monde en matière de sous-sol. Donc aujourd'hui, toutes ces richesses-là vont au Rwanda, il faut le savoir. C'est un secret de polichinelle. D'ailleurs, pour rappel, chère Linda, en 2012, même les Américains avaient dit, enfin, c'est resté juste comme ça, des effets d'annonce, avaient annoncé les autorités américaines allaient poursuivre les autorités rwandaises pour le soutien du M3. Les gens ne se rappellent pas de cela. Or, les Américains se posaient des questions. Et aujourd'hui, les Américains se posent la question de savoir comment se fait-il que ce pays-là, il n'y a aucun opposant. Ce pays-là, même les opposants qui sont à l'étranger sont assassinés. Il y a un véritable problème. Donc, si aujourd'hui les autorités congolaises ne veulent pas que l'armée rwandaise soit sur le terrain, parce que l'armée rwandaise y est déjà. Et si effectivement on les écarte et que, bon, c'est le Kenya qui prendra la tête de ce mouvement-là, de cette armée régionale, il sait, Kagame aujourd'hui, que c'est son armée que les nations est-africaines vont combattre. Et c'est la réalité. Et à partir de ça, il sera privé du coltan qui pille. Il sera privé de l'or qui pille. Donc, voilà en fait la réalité. Et aujourd'hui, les Congolais prennent leurs responsabilités. Comme l'avait dit le président Mobutu, l'homme, à l'époque du Zaïre, l'homme zaïrois s'est réhabilité, il a pris conscience de ses capacités, de ses valeurs morales. Et j'espère qu'effectivement, ils iront au bout de leur logique. D'ailleurs, je suivais votre journal, et il y a encore une nouvelle qui est arrivée avec la suspension de Rwanda, n'est-ce pas, sur le sol congolais. C'est une très bonne chose. Soit le Rwanda entre dans les rangs et respecte le droit international, ou à défaut, on les exclut. Mais c'est en Afrique de l'Est, même comme ils ont un soutien américain et bien évidemment israélien, il faut les mettre hors d'état de nuire. Parce que la vraie nuisance, c'est celle-là. C'est M. Kagame qui pose des problèmes dans la région des Grands Lacs. Voilà ce qu'on peut dire. Monsieur Meignet, c'est vrai que vous avez essayé de résumer un peu la genèse de cette situation aujourd'hui qui s'envenime davantage, mais vous faites bien, et plusieurs analystes le disent, comment comprendre que ce soit le petit Rwanda, j'aime bien cet adjectif-là, le petit Rwanda qui parvient à mettre à mal une partie également de la République démocratique du Congo, et encore, selon la carte géographique, cette partie justement de la RDC, ou du moins le Rwanda ne vaut même pas cette partie de la RDC. Mais est-ce que quelque part, les Congolais eux-mêmes, ou du moins les autorités congolaises, ne sont pas aussi complices de ce qui s'y passe? Écoutez, effectivement, ce que vous dites est pertinent. C'est-à-dire que on constate, avec amertume d'ailleurs, hein, que finalement, il y a des complicités, comme partout ailleurs. C'est-à-dire que des gens qui ne sont là que pour leurs intérêts, des intérêts égoïstes, parce que, bon, ils sont dans la filière, forcément, des multinationales, parce que ce sont les multinationales qui soutiennent le Rwanda, qui exploitent, n'est-ce pas, ces minerais qui, n'est-ce pas, viennent de RDC. Il faut le dire, ces minerais viennent de RDC, et ce sont ces minerais qui enrichissent aujourd'hui le Rwanda. Donc, je crois que, personnellement, il faut effectivement que le Rwanda soit mis au banc des nations par rapport à ce qu'il fait là-bas. Mais maintenant, votre question par rapport au fait que le petit Rwanda, justement, est en train de déstabiliser depuis des années, depuis des décennies, est en train de déstabiliser le Congo-Brazzaville qui est hyper grand. Mais sachez que, vous savez, c'est comme dans une famille. C'est-à-dire que quand une famille est divisée, elle est extrêmement faible. Donc, à partir de là, aujourd'hui, le président Kagame, il joue de cela, des divisions. Et bien évidemment, lorsque on se rend compte que sur le terrain, par exemple, l'armée congolaise est parfois défaite, on se dit qu'il y a un véritable problème. On se dit qu'un pays aussi grand, un pays aussi riche, ne peut pas constituer une armée. Bon, je crois que je ne sais pas qui, je le mets entre guillemets, les qui, n'est-ce pas, sont à l'origine, n'est-ce pas, de ce acte-là qui est vraiment très bien,
à partir du moment où c'est vraiment un acte panafricain, un acte panafricaniste qui, demain, je crois, fera probablement tache d'huile dans les zones où il y a des conflits comme le Nord Cameroun, le Tchad, le Nigeria. Il faut que les armées de ces pays-là se constituent en une armée pour combattre les terroristes. Et je crois que c'est une très bonne initiative qui vient, n'est-ce pas, d'Afrique de l'Est. J'ose espérer, hein, on dit que c'est dans quelques semaines que ça sera mis en place, j'ose espérer que ce sera une armée vraiment bien constituée, forte, et bien évidemment avec des équipements modernes pour mettre hors d'état de nuire tous ces groupes rebelles, parce qu'il n'y a pas seulement le M23, il y a d'autres groupes, pour les mettre hors d'état de nuire. Et à partir de ce moment-là, forcément, je crois que les choses iront bien. Donc, je parlais tout à l'heure de division. Quand il y a la division, le pays est faible. Quand il y a la division dans une famille, la famille est faible. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui en RDC. Voilà. Alors, pour rester dans le même sillage, on a souvenance justement que dimanche dernier déjà, c'est la République démocratique du Congo qui dénonçait quand même le jeu un peu ambigu de certains pays de l'Afrique de l'Est, sans toutefois citer, hein, mais le communiqué a laissé entendre que voilà, au niveau de la sous-région, il y aurait certains États justement qui profiteraient de la situation actuelle. Mais ce que le communiqué n'a pas dit, c'est également le fait que peut-être on peut dénoncer une sorte de laxisme au niveau des autorités congolaises. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, il y a eu cet essai de laxisme où les autorités auraient pu, depuis longtemps, très longtemps d'ailleurs, faire le nécessaire pour protéger les populations civiles. Parce qu'il faut quand même noter que dans cette zone-là, le M23 a détruit plus de 58 établissements scolaires, des hôpitaux, etc. C'est-à-dire qu'il massacre les populations. Etc. Donc, je crois que, personnellement, je pense que les autorités... déjà depuis l'époque de Kabila Père, d'ailleurs, hein, ça se posait déjà avec activité, n'est-ce pas, la sécurité dans cette zone-là, les autorités, effectivement, auraient pu faire le nécessaire pour non seulement mettre hors d'état de nuire ces terroristes-là, mais c'est vrai que quand on remonte dans l'histoire, on se rend compte qu'effectivement, le M23 a joué de ruse, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des négociations. Ils ont déclaré plusieurs fois qu'ils arrêtaient la lutte armée, mais ensuite reprenaient comme ça. Et donc, je crois que le M23 a beaucoup, par une stratégie malhonnête, trompé les autorités aussi congolaises, mais les autorités auraient pu comprendre. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui est un multirécidiviste, on se dit qu'il ne changera pas. Et la preuve aujourd'hui, effectivement, il ne faut plus tergiverser, il faut aller au front et mettre ces gens-là, effectivement, en tenue et les renvoyer, je vais parler comme un Congolais, les renvoyer dans leur pays, c'est-à-dire au Rwanda. Donc c'est tout. Et puis je crois que les choses marcheront de cette manière-là. Et puis le Rwanda, M. Kagame, réglera les problèmes chez lui, parce que, bon, vous savez, les gens qui ont fait le coup de feu et depuis des années, ils ne savent plus rien faire d'autre. Hein. Et donc, comment il va régler ça chez lui dans son pays? Ça va être très, très difficile. Et c'est même pour cela qu'il ne veut pas que ce conflit-là soit réglé. Il a assisté effectivement à cette conférence des chefs d'État pour la mise en place de l'armée régionale, mais la mort dans l'âme. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, selon certaines sources, il est très mal. Il est très mal. Pourquoi il est mal? Il est mal simplement parce qu'aujourd'hui, son jeu trouble, effectivement, parce que bon, on ne le désire pas, mais son jeu trouble est en train d'être mis à nu. Et par conséquent, je crois qu'il sera forcément le grand perdant de cette armée unie, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Est. D'accord. Alors, nous rappelons à nos téléspectateurs, hein, ceux qui nous suivent à l'instant, qu'ils peuvent déjà réagir via donc le standard. Les numéros de téléphone vont donc s'afficher dans quelques petites secondes. Vous pourrez également, chers téléspectateurs, apporter votre contribution justement à cette thématique, surtout à cette décision qui a donc été prise lors, bien sûr, de ce mini-sommet des chefs d'État pour l'Afrique de l'Est, qui ont décidé, comme première solution, de déployer justement une force militaire
régional qui va donc contenir en son sein les différentes armées des différents pays appartenant bien sûr à cette organisation sous-régionale, à l'exception justement de l'armée rwandaise. Comment justement analyser cette armée mise à l'écart dans ce conflit quand on sait que le Rwanda est une partie très prenante justement à ces tensions qui subsistent entre la République démocratique du Congo mais également le Rwanda. Et donc le standard est d'ores déjà ouvert, chers téléspectateurs, pour donc apporter vos différentes contributions. Mais déjà, on a certaines réactions que nous allons rendre tout à l'heure. Le temps pour nous d'aller retrouver Delphine de Gitega. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, ma chère Sandini. Merci une fois de plus de m'accueillir à la maison. Je salue bien sûr mon frère Meunier, dont j'ai apprécié les propos liminaires. Et si vous le permettez, je vais aller direct au but. Ce processus de Nairobi, à mon sens, fait suite à ce qui s'est passé en mars 2021. C'est passé sous les radars parce que c'était une rencontre, on va dire, officieuse entre le haut commandement militaire burundais et leurs homologues rwandais. Et justement, cela rentrait dans le cadre où le Burundi avertissait une énième fois le Rwanda qu'il ne fallait plus que l'homme fort de Kigali tente des excursions du côté de, à l'époque, donc de Bujumbura, parce que le Rwanda, même s'il a eu un rôle mineur, il a eu un rôle dans le putsch avorté en 2015 du côté de Bujumbura. Et notre coopération avec la Russie nous a permis d'acquérir un système de défense aérien qui a mis en totale déroute les quelques forces rwandaises qui étaient dirigées sur notre territoire. Et naturellement, le Burundi collaborait déjà à l'époque avec Kabila fils. Il y avait d'excellents rapports entre les anciens présidents Nkurunziza et Kabila fils, de même avec la Tanzanie. Donc même si nous savons tous que Kagame est une sorte d'agent secret de la Maison Blanche, d'ailleurs il a un matricule à la CIA, toutes les personnes sérieuses le savent, donc même si nous savons qu'il est protégé par Washington, nous avons nous autres, les pays voisins de la RDC, j'allais dire, cet avantage de ne plus appartenir complètement au giron états-unien. C'est le cas notamment de mon petit Burundi. Et donc, il semble que nous ayons pris, du moins les autorités, non seulement du Burundi, mais aussi de mes frères et sœurs non loin de là, dans la région de l'Est, donc, ont pris la décision de mettre sous pression Monsieur Kagame, d'autant plus que, pour compléter mon frère Meunier, en vérité, ce sont les anciens présidents Bill Clinton et ses ambassadeurs, donc à l'époque en RDC, Monsieur Flatten et son homologue, j'ai oublié son nom, qui ont organisé l'assassinat de l'ex-président Habyarimana, parce que déjà à l'époque, les États-Unis voulaient éjecter la France de cette zone, comme ils sont en train aujourd'hui d'essayer d'éjecter cette même France de la zone CFA. Donc Bill Clinton est parvenu à étouffer cette affaire, à faire taire son implication dans ce drame. Et aujourd'hui, nous en payons les conséquences. Mais comme le sujet le pose ce soir, les États voisins de la RDC ont décidé, j'allais dire, de prendre les choses en main. Et nous allons essayer de faire ce que nous pouvons parce que Tshisekedi reste un nègre de maison, tout comme Kagame. Mais nous sommes vraiment décidés à récupérer les terres de nos ancêtres. Et aujourd'hui, avec la coopération avec la Russie et la Chine, nous avons beaucoup plus de chances, beaucoup plus d'opportunités. Et je peux vous garantir que nous n'allons pas faire les choses à moitié. Naturellement, c'est un processus qui va prendre du temps. Donc, je suppose que le sujet va revenir plusieurs fois sur les ondes de For You Media. Et à ces occasions, si j'ai le temps, je passerai pour donner mon avis
Et maintenant, je vais laisser la parole à d'autres. For You Media, allons de l'avant. Merci beaucoup à vous, Delphin, de Gitega ou encore de Bujumbura. Allez, nous allons rester au standard avec Peter. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonsoir, Madame Lydie. Merci beaucoup, Call Center. Je veux saluer votre invité, Monsieur Jules Meunier. Je vais donner ma petite contribution pour votre thématique. Je suis très surpris du comportement de Rwanda parce que j'avais un peu d'estime pour M. Kagame, mais quand j'ai suivi bien le déroulement des informations, j'ai compris que monsieur, il a préféré son pays que l'Afrique, c'est-à-dire c'est une forme de selfish. Deuxième chose, ce que je voulais préciser, c'est que quand vous regardez la visite du roi Baudouin II au RDC, ça veut dire que quand les Européens prennent l'initiative de venir dans un pays, ça veut dire qu'ils ont pris l'initiative de séparer ce pays ou le balkaniser. Et c'est le cas de la RDC. Je veux saluer la réaction des pays de l'Est qui ont décidé de barrer la route à ce qui va se passer en RDC, parce que ça peut être aussi le cas dans les autres pays comme Zimbabwe, Zambia et même Ouganda qui est aussi proche. Et là, on comprend que la transition écologique européenne, surtout avec la guerre en Ukraine, avec la Russie, empêche les Européens de s'approvisionner en nickel et en autres composantes qui peuvent permettre la fabrication des batteries électriques. Alors, il fallait trouver un pion en le subventionnant avec les dollars les pounds qu'il va recevoir de Grande-Bretagne sous prétexte d'accueillir les réfugiés, mais qui en réalité est un émolument qu'on lui donne pour soutenir la rébellion à l'est de RDC, afin de provoquer un chaos et balkaniser ce pays et profiter des ressources énergétiques minéraires de la RDC. Donc là, nous assistons à une sorte de gangster, de voyous européens qui prennent encore les Africains, surtout la RDC, comme des sous-hommes. Il faut que les Congolais réagissent. Il faut que aussi l'Afrique soit très ferme dans cette situation, parce que on risque de rester le bottom de la classe si jamais le conflit entre Russie et Ukraine arrive à terminer. Et si le problème en Afrique n'est pas résolu, c'est le moment de lever l'intelligence pour résoudre rapidement ce problème. Il faut que les gens de l'Afrique de l'Est, je parle des pays impliqués, puissent réagir très fortement pour exterminer et éradiquer cette rébellion, pour qu'on trouve la source véritable de financement de cette rébellion. Si c'est le Rwanda, ils vont passer au tribunal international. Si c'est les Européens, on va aussi sortir ça, parce qu'aujourd'hui, Russia a le pouvoir et a de bonnes positions pour défendre les intérêts de l'Afrique. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, For You Media. Très bientôt. Bye. Merci beaucoup à vous, Monsieur Peter. Nous restons au standard, je crois, avec Monsieur Jean Tapanon. Merci d'être des nôtres. Vous avez l'antenne. Bonsoir, Linda. Bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. Je salue votre invité, Alain Gilles. Je salue tous ceux qui écoutent For You Media, aux techniciens aussi. Linda, le problème est sérieux et nous devons comprendre que c'est sérieux. Et nous disons à Kagame d'abord de ne pas se laisser aller trop loin, parce qu'il est mortel comme tout le monde, il va partir, qu'il deviendra après lui. Il faut penser à ça. S'il continue de suivre les Américains, il n'a qu'à lire l'histoire des Américains, de ceux qu'on appelle Américains, ceux-là, qui ne font que détruire l'Afrique depuis la nuit des temps. Kagame sait très bien, il en tire profit. Les enfants sont ici, fréquenter ça. Donc, bon, voilà, et il profite de cela pour pouvoir... Et il pense que les compagnies qui l'invitent vont lui rester collées éternellement. C'est faux, Kagame. Toi-même, tu sais. Mais qu'est-ce que tu laisses à la génération à venir? Quelle amitié entre les peuples? Tu as subi le coup que la France a formé pour les génocides contre toi. Ça n'a pas été facile.
Mais pourquoi tu continues toujours d'associer, d'aller avec ceux-là, nos ennemis? Alors, pour l'armée régionale, c'est très nécessaire. Vous avez vu le cas de l'Éthiopie? L'Éthiopie n'a pas lésiné sur les moyens nécessaires pour faire taire les Tigrins. De la même manière que Tshisekedi sache que il n'est pas éternel. Lui va seulement faire un peu de temps puis il va partir. Mais qu'est-ce qu'il va laisser? Qu'est-ce que Tshisekedi va laisser? Mais c'est vraiment dommage. Seulement que Linda, vous voyez, ce que nous disons, c'est vrai, nous ne sommes pas dans la prison comme eux. Et nous voyons clair, et nous parlons. Eux, ils ne voient pas ça parce qu'ils écoutent seulement leur maître, ce que leur maître leur rassure. C'est ce qu'ils écoutent. Pensant que c'est vrai, c'est faux. Vous allez échouer. Et l'Afrique va reprendre sa forme nécessaire. Si vous ne voulez pas, quelque chose que vous allez faire, l'Afrique va reprendre sa dignité humaine. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en guerre. Que les Congolais soient vigilants. C'est l'Amérique, l'Occident qui détruit le Congo depuis la nuit des temps. Que fait l'ONU là-bas? Que fait l'ONU là-bas, Linda? N'importe quoi, ces gens-là. Que Dieu vous bénisse. Bye. Merci beaucoup à vous. Nous allons rester au standard, je crois, avec Zerfel. Voilà, Zerfel qui est également de l'autre côté. Bienvenue à vous. Zerfel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Nina. Ça fait un bon moment que je ne suis pas intervenu sur votre direct. Et je suis ravi ce soir de vous accompagner un peu. Merci. Parce que quand je vois le Grand Congo devant un petit pays, là, comme on appelle le Rwanda, parce que quand tu es un dirigeant, quand on peut t'élu pour quelque chose, il faut regarder ceux qui t'ont mis au pouvoir. Parce que le monsieur, il a été élu, mais il ne regarde pas la population congolaise. Regarde des enfants, parce que quand nous, on voit les images, les vidéos, des vieillards, les enfants, les femmes enceintes, en train de courir dans la forêt pour trouver de quoi à se réfugier, même pour qu'ils fuient les balles. Ah, mais le monsieur, il est assis dans la capitale, en train de climatiser avec sa femme, et puis les autres sont en train de mourir. Alors, il fallait que un soldat ait eu le courage d'aller se faire tuer dans ce pays-là, dans ce petit pays, et pour que eux ils se réveillent un peu pour dire que il y a un peu nos citoyens qui sont de l'autre côté. Sinon, il a oublié ces gens-là. Comment ça fait des années maintenant que ce petit pays est en train de piller ta richesse et c'est maintenant que tu te réveilles? Vraiment, je ne comprends pas. Parce que quand on est là et puis on regarde, je ne sais pas, c'est pas moi je ne suis pas Dieu, mais quand je vois un monsieur, il dit un intellectuel, il est venu pour aider son peuple à quitter dans la pauvreté et il abandonne ce peuple, et au bout des canons. Moi, je me demande pourquoi il est là. Je me demande pourquoi il est là. Parce que tous les Africains aujourd'hui, tous ceux qui se disent présidents aujourd'hui, qu'on a élus, c'est pas seulement lui. Il y en a plusieurs. Chez moi-même, il y en a. Au moment où il y avait la guerre, disons, où les rebelles avaient divisé la Côte d'Ivoire, c'était la même chose. Le Burkina qui était à côté, qui n'a jamais planté un pied de cacao, le Burkina vendait le cacao. Il vendait de l'or, du diamant, de la Côte d'Ivoire. Voilà la situation. C'est la même chose. Ils profitent toujours quand il y a un petit problème dans ton pays. Ce sont tes voisins qui vont piller ton pays parce qu'ils attendaient ça. Ils se sont associés avec des Européens et comme les Occidentaux pour venir piller ton pays. Et tandis que toi, tu es en train de coudre, de coller les morceaux et ils sont en train de piller le pays. Voilà la situation. Lui, il est venu, un grand pays comme ça, riche. Si ce pays était en Europe quelque part, il n'y a pas un Africain qui va mettre pied dedans. Parce qu'il y a trop de richesses dedans. Ils n'ont même pas besoin de quelqu'un. Alors, aujourd'hui, quand on voit toutes ces choses-là, ça fait mal. Il faut que ce président-là, vraiment, il prend, disons,
les militaires qui sont là, qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités pour protéger les citoyens congolais. Merci, je m'arrête là. Vraiment, ça fait très mal. Merci beaucoup à vous, Zerfel, de nous avoir appelés. Je crois que on va aller également retrouver Monsieur Lamine Diop, qui est également en notre compagnie. Bonjour à vous, Monsieur Lamine Diop, ou du moins bonsoir. Bonsoir, ma chère Foudédi. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et d'auditeurs de Foyer ainsi que votre régie technique. Ainsi, bonsoir aussi à l'ensemble des panélistes participants à ces thématiques. Disons que ma chère Foudédi, sans la force et l'organisation fonctionnelle d'un État, le droit est impuissant. Tel est le constat criant en RDC en général, où le droit de se déplacer et de vaquer à ses occupations sont foncièrement et constamment menacés et bafoués pour certains Congolais. Une gouvernance étatique comme la RDC, qui ne repose pas sur une puissance militaire crédible, peut être légitime, éloquente, voire convaincante. Elle peut avoir la logique de fonctionnement d'un État, les textes d'un État, etc., etc. Mais face aux nouvelles formes de guerre par procuration, face à la dynamique géopolitique de cette sous-région extrêmement convoitisée et face aussi au dissensus ethnocentrique, le camp du gouvernement de la République démocratique du Congo, tout largement ne peut guère ordonner un cessez-le-feu immédiat sur son territoire, ainsi que le retrait des positions récemment prises, notamment par les rebelles du M23 depuis une semaine, à ses frontières orientales, par exemple. Et que la nécessité d'une force régionale est de mise d'agir immédiatement, enfin, avant que cela plutôt tourne au drame humanitaire. Bien évidemment, la RDC a fait de son mieux pour fédérer les énergies sous-régionales, mais il n'empêche que la RDC a pris des risques politiques qu'elle devra maintenant payer. Elle n'a pas pu stopper l'avancée des prises de position des rebelles du M23, parce que depuis longtemps, dans ce pays, tous les prérequis fonctionnels étatiques étaient montés à l'envers, du fait d'un manque de conscience politique et patriote. Alors, si la RDC, une future grande nation de 195 millions d'habitants d'ici 2060 selon le recensement global de l'ONU, veut pouvoir influencer significativement les affaires de cette sous-région et sécuriser humainement et matériellement son territoire, il leur faut donc lever un préalable. La RDC restera un pays réprouvé et instable aussi longtemps que nécessitera pas une conscience politique et sociologique. Il ne s'agit évidemment pas de mettre en place de moult symposiums dans de tels prérequis fonctionnels montés à l'envers dans ce pays, mais au moins de se doter d'un éveil d'une conscience congolaise et panafricaine à la culture, aux valeurs, aux sentiments et aux réflexes nettement distincts, non pas de ceux du peuple américain ni belge, et qui fera des Congolais les égaux des Belges sur le plan opérationnel et fonctionnel, et non plus leurs subordonnés. Toutefois, je finis par là, je salue cette initiative en matière de défense. Certes, je ne suis pas en train de défendre l'idée de la faisabilité d'une armée africaine, car nos nations sont peu souveraines et donc faillibles et infiltrées par des intérêts internationaux, comme par exemple ce fut le cas à propos du G5 Sahel, qui au départ, son objectif était salutaire. Et après, on a bien vu qu'elle a été travestie par la France. Alors, pour l'instant, l'armée africaine, elle n'existera pas, selon moi, parce qu'il y a beaucoup de défis politiques, géopolitiques à surmonter, mais en revanche, une Afrique extrêmement armée, bien armée, prête à défendre les pays affaiblis, comme tel est le cas en RDC, ça c'est quelque chose qui est essentiel, qui est possible, qu'on peut faire avancer, et ça a l'air d'être le cas avec ce déploiement militaire imminent sous-régional. Merci, bonne fin d'émission, bientôt, ciao. Merci beaucoup à vous, Lamine, pour votre participation. Nous allons retrouver Monsieur Meignet, peut-être avant de reprendre le standard dans les 10 à 15 dernières minutes que nous aurons à partager dans le cadre, bien sûr, de cette édition, le point sur l'actualité. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous êtes sur For You Télévision, le programme, le point sur l'actualité, qui est comme thématique ce soir, Afrique de l'Est, déploiement d'une force militaire régionale, l'armée rwandaise et
est écarté. Et donc, nous en parlons avec vous, hein, Monsieur Meignier. Il y a des téléspectateurs qui sont justement revenus sur le comment comprendre que ce soit, comme on le disait tout à l'heure, le petit Rwanda qui, voilà, depuis des lustres, on va le dire ainsi, se fait un plaisir quand même de se remplir, si on pourrait le dire ainsi, les poches côté minier dans cette partie de la République démocratique du Congo, et que jusque-là, ce ne soit que maintenant, juste maintenant, que le président de la République, Félix Tshisekedi, vienne en parler. D'aucuns y voient même une sorte de stratégie pré-électorale, parlant justement des prochaines élections électorales. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas dès l'entame de son mandat? Pourquoi maintenant quand les prochaines élections se pointent? Ben là, je ne vais pas entrer dans la pause politique congolaise, avec, n'est-ce pas, ces soupçons, effectivement, qui sont légitimes. Hein, vous savez, chacun a ses armes. Peut-être qu'il va être réélu, hein, parce que son mandat va s'achever très bientôt. Mais en revanche, ce qu'on peut dire par rapport aux questions posées par vos téléspectateurs, bah, c'est, comme je le disais, hein, pour faire simple, quand une famille est divisée, forcément, elle est faible. Par conséquent, la RDC est un pays complètement démantelé, entre guillemets, ben, simplement parce qu'il y a plein de groupuscules qui sont là pour piller. Il y a les multinationales, il y a des gens qui travaillent avec les multinationales, des Congolais, hein, pur jus, pur sang, travaillent avec des multinationales et trahissent leur pays. Il y a justement les Rwandais aussi qui se sont engouffrés là-dedans, etc., etc. Donc, c'est vraiment très difficile. Ce n'est pas insoluble hein, comme situation. Il faut simplement que, d'un côté, qu'on mette le mouvement M23 hors d'état de nuire. Ensuite, que les Congolais se réconcilient et fassent avancer leur pays et que les intérêts égoïstes s'effacent pour que ce pays puisse enfin émerger. Il a les moyens pour cela et par conséquent, il ne faut pas que ça puisse s'arrêter en si bon chemin, c'est-à-dire l'initiative de l'armée régionale. Et bien évidemment, on ose espérer que, je crois qu'il y a un de vos téléspectateurs qui disait que G5 Sahel, je ne sais pas si j'ai bien suivi, avait bien commencé, mais finalement ça a été sabordé, etc. Donc j'ose espérer parce que là, effectivement, quand on écarte le Rwanda, ça veut simplement dire que on écarte les Occidentaux. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, hein, je vois souvent des publications sur les réseaux sociaux où les déclarations du président Kagame sont jugées comme un panafricaniste, quand on parle du blé qui vient d'Ukraine, etc., avec le mensonge perpétuel de la presse mainstream qui dit que ouais, ce sont les Russes qui bloquent les exportations du blé ukrainien, alors que c'est complètement faux. Ils ont eux-mêmes miné tous leurs ports, etc. Donc il faut le savoir. Donc je crois personnellement qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que bon, maintenant, si effectivement cette armée-là, ce commandement kenyan se met en branle, je crois sincèrement qu'il y aura des résultats positifs. Parce qu'on voit très bien que chaque fois que ce groupe M3 est acculé, ils sont obligés, parce qu'ils sont, vous savez, ils sont au niveau des frontières, n'est-ce pas, l'Ouganda, un peu au nord-est, le Rwanda un peu au sud, là, etc. Donc, je crois qu'ils sont coincés. C'est-à-dire, quand on les accule vraiment, ils sont obligés de fuir. Ils avaient fui au Rwanda, je crois qu'il y a eu à peu près 1 millier ou 6 000 même militaires, n'est-ce pas, de ce rebelle de M23 qui sont réfugiés en Ouganda. Et c'est à partir de cela qu'on sait très bien que ce sont des Rwandais. Il faut le savoir. Donc, forcément, managés, équipés et financés par le gouvernement rwandais. Je l'affirme parce qu'il y a des tests qui le prouvent, même certains rapports des Nations Unies. Il faut le savoir. Donc, aujourd'hui, si maintenant le Rwanda joue les vierges effarouchées en disant que mais voilà, on n'y est plus rien, comme ils font, ils nient, le M23 nie, non, nous sommes forts, nous sommes seuls, etc. C'est complètement faux. Mais j'ose espérer quand même que cette réunion des forces africaines fera en sorte que des choses concrètes arrivent sur le terrain, c'est-à-dire que les Congolais puissent rentrer chez eux
les enfants puissent aller à l'école et puis bien évidemment que ce pays se développe enfin. Parce que toute la richesse du Congo est à l'Est et comme par hasard, c'est là-bas où il y a des problèmes. Donc cherchez l'erreur, c'est toujours comme ça, vous savez, comme on dit souvent, le pétrole est une malédiction pour les pays africains parce que dans les zones pétrolifères ou pétrolières, il y a toujours des conflits, ça pose de sérieux problèmes. Donc je crois personnellement que cette initiative africaine, vraiment africaine, fera tache d'huile, comme je le disais dans mon propos au début, et que effectivement les pays africains pourront comprendre que il faut s'aider soi-même. Vous ne pouvez pas vous en sortir en tendant la main aux autres. Donc je crois que les Africains doivent se réunir et effectivement faire marcher, n'est-ce pas, leur continent de cette manière-là. Voilà. Alors, Monsieur Meunier, pour revenir justement à cette force régionale, si finalement les dirigeants des États de l'Afrique de l'Est ont décidé de procéder, on va prendre l'expression entre guillemets, par la force des armes, est-ce à dire justement que voilà, les Africains ne parviennent pas jusqu'ici, après tant d'années, après avoir passé la période de l'esclavage, l'impérialisme et tout ce qui va avec, est-ce que cela signifie que, voilà, finalement, le colon, il avait raison, pour se faire entendre, il faut utiliser le bâton? Ah non, je me suis toujours inscrit en cause face à ce genre d'allégations où on nous traite de sauvages, hein, comme c'est toujours. Ben, je prends l'exemple simple de l'OTAN, qui est une force qui passe son temps justement à vouloir régler tous ces problèmes par la force. C'est un exemple simple, hein, je ne crois pas qu'il y a une puissance africaine qui a agi comme ça. C'est-à-dire qu'on va détruire la Libye, on va détruire l'Irak, l'Afghanistan, et aujourd'hui, par procuration, on fait la guerre à la Russie parce qu'il faut savoir ce qui se passe réellement en Ukraine. Donc je crois personnellement que les Africains, cette initiative-là d'ailleurs, si vous regardez les médias occidentaux, la presse mainstream n'en parle pas. Ça veut tout dire, parce que c'est une initiative qui fait peur. C'est une initiative qui mettra à mal les multinationales qui se goinfrent là-bas, n'est-ce pas, en RDC. Parce que c'est aussi ça l'enjeu. C'est-à-dire que ces gens, quand je dis que les vies humaines ne comptent pas pour ces gens-là, c'est-à-dire qu'on peut piller le Congo le matin, midi et le soir, c'est le dernier de leurs soucis, à partir du moment où ils auront l'or gratuitement, ils auront le coltan gratuitement, parce qu'il faut le rappeler que le coltan, sans le coltan, nos ordinateurs ne fonctionneraient pas, sans le coltan, nos téléphones portables ne fonctionneraient pas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un enjeu économique colossal, colossal. Et donc, ces gens-là, face au désordre, ils s'enrichissent. Donc maintenant, cette initiative justement régionale des armées d'Afrique de l'Est est un signe très très fort. Et bien évidemment, je m'inscris encore en faux pour terminer, face à cette allégation selon laquelle les Africains règlent leurs problèmes par la force. C'est complètement faux parce qu'il y a eu beaucoup de négociations. Et le M23, c'est lui qui procède par la force. Le M23 a continuellement trompé les autorités congolaises en reprenant les armes, en reprenant les villes, sans crier gare, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est leur méthode, et je crois que sur ce terrain-là, il faut les combattre avec les mêmes méthodes. Et par conséquent, cette armée régionale de l'armée de l'Afrique de l'Est est la bienvenue pour pouvoir éradiquer, n'est-ce pas, cette vermine, parce que ce n'est pas possible autrement. Donc voilà. Alors, nous rappelons à nos téléspectateurs que le standard est à nouveau ouvert pour leur permettre également de contribuer à la thématique donc de ce soir qui nous conduit du côté bien sûr de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette partie donc qui est en proie à des tensions mais également des massacres et donc à l'origine les rebelles du M23 qui viendraient donc du Rwanda. Et on va le rappeler, il y a également des internautes qui réagissent directement sur nos plateformes, que ce soit YouTube ou encore Facebook. Et donc, nous avons, par exemple, Samuel qui dit « Le Congo est immensement peuplé et on vient nous dire ici que le petit Rwanda menace sa sécurité. Tuer les citoyens et on voit les jeunes marcher avec les drapeaux russes. Si...
On voit les jeunes marcher avec les drapeaux russes. Si les Russes sont des extraterrestres, que faites-vous au lieu de rejoindre l'armée pour faire taire le Rwanda? Kagame, c'est qui? Où sont les jeunes Congolais pour aller servir sous le drapeau et assurer la sécurité de leur pays? Prenez le cas du Cameroun. Vous croyez qu'un pays voisin peut s'amuser avec nous? Voilà, avec nous. Et puis, vous parlez de quoi là? La danse vous apporte quoi? Voilà, c'est une réaction d'un internaute. Hein. Et puis, il y a Jean Niassi qui dit il faut que les Congolais arrêtent un peu de danser la rumba et la butte bière et régler justement ce problème avec le Rwanda qui persiste. Et puis, il y a, voilà, un autre, je crois, Kekes Auguste qui dit « Et faux pasteur qui ne voit jamais le malheur qui arrive pour le Congo ». On a d'autres réactions et Lukinun Ken qui dit qui parle de politique en Afrique, parle de traîtrise, de sous-développement et de tragédie incessante. C'est un fait, hélas, comme pour dire en fait qu'il n'y a pratiquement plus rien à faire de ce côté-là. Et puis on prend cette autre réaction de Omba Bindele qui dit voilà, Samuel, mon frère, il faut laisser cette histoire. C'est comme si la Guinée équatoriale nous menace depuis 20 ans. Même le Nigeria a peur du Cameroun. On entrait chez eux, en finir avec Boko Haram, un petit pays qui ne vaut même pas une province du Congo, fait la loi et ils appellent au secours. Ils sont 70 millions ou encore 80 millions. Voilà, c'est donc quelques réactions qui nous sont parvenues hein, sur nos différentes plateformes. Il y en a tellement, mais on ne peut pas justement donner lecture hein, de toutes ces réactions. Le temps pour nous de vous rappeler que vous pouvez également réagir directement via les différents numéros de téléphone qui s'affichent donc au bas de l'écran. Monsieur Meunier, il y a... Nous avons quand même, avant de revenir avec vous, Monsieur Meunier, je crois qu'on va aller au standard. Allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est encore moi, Delphin, un chercheur. Je viens réagir à un commentaire que tu viens de dire, parce que je suis d'accord avec cela. Que les Africains me comprennent bien, je ne vais pas, j'allais dire, vexer ou, comment dire, dénigrer nos frères et sœurs de Kinshasa. Ouais. Mais il faut que l'homme noir comprenne que nous avons suffisamment d'expérience en termes de danse. De façon globale, dans les arts, nous sommes très avancés et aussi dans le sport. La meilleure preuve que je puisse donner, c'est que tous ces bavards, soi-disant démocrates, n'ont des championnats, notamment dans le football, qui sont vivants que grâce à nous, les Africains. Je dirais à 50 voire 70%. Nous devons nous mettre à faire effectivement un peu moins de danse, que ce soit la rumba ou autre, moins de sport, et nous mettre résolument à la géostratégie, à la géopolitique. C'est le seul langage que comprennent tous ces bavards soi-disant démocrates. Donc ça, c'est une chose très importante à dire. J'ai essayé de la dire en restant diplomatique, en restant courtois, mais je n'en pense pas moins. Donc je m'arrête ici et laisse la parole à mon frère Meunier, et puis je reviendrai pour d'autres émissions. Merci beaucoup, Delphin de Gitega. Alors finalement, avec vous, Monsieur Meunier, alors c'est vrai, on a écouté, j'ai pu sélectionner comme ça au pif hein, certains commentaires, certaines réactions de certains téléspectateurs qui nous suivent également. Alors moi, avec vous, je voudrais quand même que nous abordions un peu hein, le problème de compétence, on va le dire ainsi, la compétence même de Félix Tshisekedi, justement, parce qu'on le sait, avant qu'ils prennent les affaires, le M23, c'est pas nouveau. Est-ce qu'on se rend compte, en fait, qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils n'avaient pas priorisé ce problème sécuritaire, justement, du côté de l'Est de la RDC? Parce qu'on sait même qu'avant le M23, il y a eu plusieurs fois des états de siège qui ont été décrétés de ce côté-là. On a vu certains mouvements tels que la Lucha, lutte pour le changement, qui très souvent ont manifesté pour dire que décréter un état de siège, c'est pas ça la solution. Il faut
pensé à autre chose. Ils ont même, comment je vais dire, fait des propositions au gouvernement, mais lesquelles propositions sont restées sans réponse? Bon, vous parlez de compétences, ben, je ne sais pas trop, parce que là, franchement, là-dessus, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Vous savez, un président ne dirige pas son pays seul. Hein. Il a des conseillers, il a des stratèges autour de lui. Et j'ose espérer que, effectivement, peut-être que dans sa politique concernant la sécurité, peut-être qu'il n'a pas vraiment pris ça à bras le corps. En revanche, bon, il y a certains progrès, notamment un port en eau profonde, des choses comme ça. C'est aussi un critère de développement. Mais je crois que sans la paix, c'est dur de se développer. Par conséquent, si ces mesures actuelles arrivent effectivement à apporter des résultats, ça veut simplement dire que, bon, au bout du bout, il n'a pas failli. C'est-à-dire qu'il aura essayé quand même, avant, même comme d'aucuns diront que c'est stratégique, d'aucuns diront que c'est déjà, il est en campagne pour sa réélection. Mais je pense sincèrement que, voilà, bon, moi, j'aime pas souvent parler, les gens ont des critères assez particuliers, n'est-ce pas, pour désigner les autres. Vous savez, il y a un événement qui s'est passé dimanche ici en France, hein, dimanche dernier, où on a vu une femme de ménage, hein, une femme de chambre. Rachel Keke. Madame Keke, voilà, justement, devenir députée, la franco-ivoirienne. Donc, je crois que les gens se sont focalisés dessus sur le cursus du président Tshisekedi qui serait faux, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas forcément des diplômes pour diriger un pays, mais être bien entouré, avoir des idées et puis les matérialiser sur le terrain. Donc maintenant, on attend de voir si vraiment cette logique sur le plan sécuritaire marche, parce que le seul et véritable problème, c'est à l'Est. Hein. Donc si on arrive à sécuriser le Nord Kivu, et bien évidemment l'Ituri, c'est ça? L'Ituri. Voilà, l'Ituri. Voilà, j'ose espérer qu'effectivement le Congo sera sur le bon chemin, en bonne voie pour que vraiment il se développe et qu'il bénéficie de ses propres richesses, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On dit que Rwanda pille ce pays-là depuis des lustres, l'or, le coltan et les autres. Et ce sont les produits aujourd'hui, je vous ai parlé du coltan, qui, sans lequel on n'aurait pas nos téléphones portables, nos ordinateurs, etc. Donc, ça veut dire quoi? C'est l'avenir aujourd'hui, les TIC. Par conséquent, si effectivement les multinationales se retrouvent à lâcher du lest, c'est-à-dire que le juste prix, parce que ces multinationales se servent gratuitement, il faut le dire, hein, gratuitement au Congo depuis des décennies. Et donc, si ça s'arrête, effectivement, ben, je crois que ce sera un succès pour M. Tshisekedi. Donc, on ne pourra pas, cette fois-là, parler de compétences. S'il ramène la paix dans son pays, je crois que ce sera la meilleure des choses, parce que, bon, les deux Kabila n'ont pas pu. Et d'ailleurs, le président Mobutu a été renversé par une rébellion, la rébellion du père Kabila. Ensuite, il y a eu le fils Kabila qui a pris le pouvoir. Lui aussi n'a pas pu apporter la paix à ce pays-là. Maintenant, c'est avec l'aide de ses frères africains, n'est-ce pas, d'Afrique de l'Est, de la région des Grands Lacs, la paix revient au Congo. Ce sera un succès phénoménal. Je crois que aujourd'hui, je l'ai dit, hein, c'est le plus gros génocide qui ait eu au monde. Hein. Il y a plus de 10 millions de morts. Il faut le savoir. C'est quand même assez énorme. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, cette réunion des pays africains pour éradiquer, n'est-ce pas, cette vermine terroriste est une très bonne chose. Et j'ose espérer, d'ailleurs, je prie pour que, effectivement, il y ait une réussite au bout. Ainsi, je crois que le Congo sera un véritable fer de lance, hein, parce que le Congo il n'y a pas de raison que le Congo soit à la traîne, alors que c'est le pays qui a le sous-sol le plus riche au monde. Il faut le savoir. Donc, je crois quand même que j'évite de parler de la compétence du président
Tshisekedi, mais je crois personnellement que s'il réussit, n'est-ce pas, à apporter la paix dans son pays, que dire de mieux? D'accord. Alors, Monsieur Jules Meignier, en fait, il y a une autre question hein, qui taraude aussi les esprits. D'aucuns pensent que si cette insécurité battait son plein au cœur de Kinshasa, il y a longtemps que le problème aurait été résolu. Qu'en pensez-vous? C'est évident. Vous savez, les hommes sont comme ça. Vous savez, on a toujours chacun son petit intérêt sur quelque chose. Bien évidemment, si devant ma porte, il y a l'insécurité, je ne vais rien dire. C'est obligé. Hein. Et là, maintenant, comme le Congo est immensément grand, c'est un pays immense. Et donc, tout se passe à l'est. Nord Kivu, Ituri. Et donc, forcément, on ne ressent pas la pression qu'il y a dans ces régions-là, parce que je vais quand même rappeler que depuis le mois de mai dernier, il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont fui ces régions-là pour aller se réfugier, qui en Ouganda, qui à l'intérieur du pays, au nord, etc. Donc c'est vachement compliqué. Si, effectivement, à Kin-Label, hein, comme vous dites, chère Linda, que les arbres commencent à tenir, on commence à égorger, n'est-ce pas, les populations comme ces terroristes le font, n'est-ce pas, dans le Nord Kivu, je crois que effectivement les gens réagiront très 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 vite. Hein. Je veux dire que bon, le président Tshisekedi qui avait un peu condamné l'armée à un certain moment parce que bon, l'armée avait été défaite lors de combat. Il a dit que bah, c'est l'armée qui fait qu'on ait cette insécurité-là. Je crois que personnellement, lui-même, il va prendre les armes. Hein, c'est-à-dire que si les armes, le coup de feu arrive à côté du palais, il va prendre les armes pour défendre son pays, pour défendre son palais, etc., etc. Donc bon, maintenant, ça se passe à l'Est et l'initiative africaine est là pour, on va dire, sauver la République démocratique du Congo et on ose croire que ça va très très bien se passer dans les jours à venir hein, et que le M23, c'est Banyam Mulenge, hein, ils rentreront chez eux au Rwanda. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ce dossier de la RDC avec, n'est-ce pas, l'espoir que effectivement le pays retrouvera la paix. D'accord. Alors, pour sortir, Monsieur Meignier, peut-être la question est un peu anodine, mais pendant combien de temps encore ce conflit pourrait durer? C'est vrai, on ne peut pas faire une projection, mais quand on s'en tient, notamment, tout à l'heure, il y en a qui ont parlé du G5 Sahel, on a très souvent vu voilà, certaines forces sous-régionales se créer, mais sans toutefois qu'il y ait une suite favorable, à l'instar, par exemple, de l'insécurité qui bat son plein dans la partie sahélienne africaine. Et donc, aujourd'hui, avec un déploiement tel que celui-là, parce que c'est quand même plusieurs armées qui vont se mettre ensemble pour donc essayer de barrer la route à ce M23 qui, ma foi, fait preuve de puissance. Mais je crois que la configuration, elle est assez particulière dans cette zone-là. C'est-à-dire que quand vous faites une espèce de cartographie de la zone de conflit, il est avéré que si cet accord-là permet à l'armée rwandaise, forcément... Enfin, je crois que l'accord permet cela, hein, c'est-à-dire que d'entrer dans le territoire congolais pour éradiquer cette vermine terroriste-là, je pense que le M23 ne pourra pas s'en sortir à partir du moment où ils seront pris en étau. Peut-être que là, ils entreront une fois au Rwanda. Peut-être que c'est le but. Hein. C'est-à-dire que quand vous voyez justement cette configuration-là, si les troupes ougandaises entrent et les troupes congolaises aussi, les acculent, ils n'auront qu'une seule issue de secours, c'est le Rwanda. Peut-être que c'est le but, et c'est pour cela, probablement, peut-être qu'on ne veut pas que l'armée rwandaise fasse partie, n'est-ce pas, de cette armée régionale. Je pense que, effectivement, peut-être que c'est bien pensé. Hein. Il est vrai qu'il n'y a que la partie congolaise qui ne veut pas, pour l'instant, les autres ne se sont pas encore tout à fait prononcés. Mais je pense qu'effectivement, ce sera beaucoup plus logique parce que, bon, le M23, c'est le Rwanda, tout le monde le sait, même les Américains qui soutiennent
le président Kagame, le savent. Par conséquent, soit il rentre, il n'y aura pas de combat, c'est-à-dire qu'il déclare que bon voilà, on a effectivement déposé les armes, nous rentrons chez nous, au Rwanda, là il n'y aura pas de problème. Mais demain, si effectivement ils prennent des armes pour essayer de rejeter les attaques, il y aura ce problème. Mais je ne peux pas vous dire, je ne suis pas devin, quand est-ce que ça va encore durer. Là, pour répondre à cette question concrètement, mais on pense quand même que si ces gens-là sont vraiment prêts à les éradiquer, peut-être qu'au bout d'un an, ça va se faire. D'accord. Alors, et finalement, pour sortir, si jamais ces rebelles du M23 décidaient, comme vous le disiez tout à l'heure, de déposer les armes et de rentrer chez eux, est-ce qu'ils seraient légitimes ou honnêtes ou encore, est-ce qu'ils ne seraient pas, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que le président Paul Kagame pourrait également dire, parce qu'en fait, à cause de ce M23, il y a cette détérioration aujourd'hui des relations entre non seulement le Rwanda, mais également la RDC, mais le Rwanda est justement, j'ai envie de dire, le reste des pays africains qui ne cautionnent justement pas ce qui est en train de se passer. Est-ce que ce serait d'une façon aussi facile de leur dire, oui, vous avez déposé les armes, revenez, telle l'histoire de l'enfant prodige? Ah, écoutez, je vous avoue que non. Hein. Vous savez, les gens qui ont autant tué, des gens qui ont autant massacré des populations innocentes, des gamins qui ne voulaient que vivre, des gens qui ont détruit des dispensaires, des hôpitaux, des écoles, etc. Vous croyez vraiment que ces gens-là, ils doivent avoir un blanc-seing comme ça parce qu'ils déclarent qu'ils déposent des armes et puis après, on ne les poursuit pas? Je crois qu'il faut, dans ce cas, une justice. Mais je suppose que si effectivement, puisqu'ils servaient le pouvoir rwandais, s'ils rentrent au Rwanda, peut-être qu'on va les laisser libres, mais ce sera un problème pour le Rwanda. Parce que je disais tantôt que les gens qui n'ont fait que le coup de feu depuis des dizaines d'années ne savent que faire ça. Quand ils vont rentrer au Rwanda, c'est pour prendre les armes. Hein. Et peut-être que le pouvoir, justement, de Kagame, qui ment depuis des décennies en disant que, mais voilà, si mon armée bat de temps en temps en RDC, c'est pour la sécurité de mon pays. C'est un gros mensonge. Je crois personnellement qu'il aura peur pour son propre pouvoir. Parce que bon, faut-il le rappeler que le Rwanda, c'est le seul pays africain que la presse occidentale ne détruit nulle part. Le seul pays africain où il n'y a pas d'opposants. C'est le seul pays africain qui assassine ses opposants à l'extérieur, qui menace les journalistes, donc, etc., etc. Donc voilà, c'est un pays extrêmement dangereux. Et quand quelqu'un est comme celui-là, quelqu'un qui agit comme ça, parce que quand les histoires, si vous connaissez en fait cette rébellion de Kagame depuis l'Ouganda, parce que Museveni a été son parrain. Et aujourd'hui, ils sont en dissension. Ça veut dire que cet homme-là, il est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il a été nourri par l'Ouganda. L'Ouganda l'a armé, les États-Unis aussi, bien évidemment. Ils sont entrés au Rwanda, ils ont pris le pouvoir après avoir assassiné le président Habyarimana. Mais aujourd'hui, tous ces lieutenants ont été assassinés. Tous les lieutenants, tous les partenaires de Kagame ont été assassinés. Il faut le savoir. Aujourd'hui, il est contre Museveni. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il a peur. C'est un homme, on le dit d'ailleurs, les gens, je parlais avec des Rwandais, n'est-ce pas? Même les Tutsis, aujourd'hui, qui sont en train d'être massacrés, c'est-à-dire les Tutsis qui vivaient en bonne entente sur place avant son arrivée avec les Hutus. Donc, il y a ça aujourd'hui, il y a ce gros problème qui se passe dans ce pays-là. Bon, la presse n'en parle pas. Donc, il aura peur de ça, du retour de ces gens-là. Et peut-être qu'il va les massacrer peut-être avant, comme il le fait tout le temps. Et puis après, on ne parlera plus du M23. Et puis, la guerre s'arrêtera comme ça. Et puis, le pays n'aura plus de coltan et de l'or. Donc voilà. Mais ça m'étonnerait qu'il renonce à cela aussi facilement. Merci beaucoup à vous, Monsieur Meignier, d'avoir accepté cette invitation. Ça a été un plaisir, justement, de partager ces quelques instants en votre compagnie. Nous n'oublions pas également les téléspectateurs qui ont été nombreux, justement, à nous appeler, à nous suivre également via nos différentes plateformes. Le point sur l'actualité chez Édition, justement, de ce mercredi 22 juin se referme.
Le rendez-vous est donc pris pour demain avec certainement une autre actualité africaine. Mais déjà, ne manquez pas la suite des programmes sur For You Télévision tout à l'heure à 20h heure d'Afrique centrale et 19h heure d'Afrique de l'Ouest. Le grand journal, ce sera une présentation de Bégoudé Madoré. Bonsoir.